Bonjour, première question, est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez la présentation? Bon, c'est parfait. Nous allons donc commencer. Voilà, donc ce webinaire va vous présenter comment et surtout pourquoi créer un plan de continuité en plein milieu d'une crise. Donc, vous pouvez, comme d'habitude pendant les webinaires, poser les questions avec le bouton les questions en bas de votre écran. Vous voyez toutes les questions des participants. Vous pouvez voter pour augmenter la priorité d'une question si elle vous intéresse plus qu'une autre. Je répondrai de toute façon à toutes les questions à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour communiquer tout sujet qui ne constituerait pas une question. Alors, merci de garder les questions dans le chat et les questions dans le fil des questions et le chat dans le chat. Vous pouvez aussi lever les mains pour attirer mon attention. Après le webinaire, un sondage vous sera proposé. Merci de répondre, parce que votre opinion compte pour moi. Le webinaire est enregistré, il sera publié sur YouTube et un lien vous sera envoyé sous quelques jours, puisque ce webinaire a aussi lieu en anglais jeudi et les deux liens vous seront envoyés en même temps. Et par la suite, ça va prendre quelques semaines quand même, je vais écrire un article qui va reprendre le thème de ce webinaire. Alors, nous faisons aujourd'hui face à une situation tout à fait inédite. Après déjà 5 mois d'une crise, qui en fait déjà une crise longue, nous faisons face à une période de 2 à 3 ans qui va nous forcer à affronter à la fois une crise sanitaire, puisque le virus est toujours présent, que la peur du virus, qui est un moteur quand même très puissant de ralentissement de l'économie notamment, ne disparaîtront que lorsque nous aurons soit une immunité de groupe, donc soit un vaccin, soit sûrement de gens infectés, ou alors un traitement qui ne résoudra pas le problème de l'épidémie, mais qui fera que la peur de la maladie sera bien moins grande, donc plus facile à aborder. Nous avons aussi déjà une crise économique. En fait, il y a eu une chute énorme de demande, puis la reprise qui se fait malheureusement très lentement. C'est un fait, c'est avéré, et donc ça va prendre longtemps pour revenir à un niveau normal. On peut s'attendre aussi à une crise sociale, parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, qu'il y a une forte dose d'incertitude. Et donc, suivant les pays, peut se révéler de différentes façons, mais vraisemblablement, nous allons avoir soit un été, mais principalement une rentrée qui risque d'être assez mouvementée, notamment en Europe ou aux États-Unis, mais vraisemblablement aussi dans tous les pays qui ont été impactés. Potentiellement, nous pouvons avoir aussi une crise sociétaire. C'est-à-dire, on n'a jusqu'à présent jamais vécu de situation dans laquelle on avait structurellement un chômage qui tournait aux alentours des 20%. On a eu quelques crises comme ça, mais là, on risque d'avoir cette situation sur un long terme, sur lequel vient se superposer aussi des problèmes que l'on peut voir en ce moment de réaction contre le racisme, violence policière, etc., qui font qu'en fait, le, le coronavirus a eu un impact qui justifierait, qui peut aller jusqu'à une refonte de la société et des valeurs de cette société. Puis, il ne faut pas l'oublier quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais on a quand même de façon latente une crise climatique qui peut très bien impacter de façon un peu brutale certaines populations,
Et c'est souvent des populations déjà défavorisées qui risquent à ce moment-là de se retrouver à devoir changer de pays, à devoir fuir vers d'autres pays. On peut avoir à ce moment-là une crise comme celle des migrants de l'Europe qu'on a connue il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Cette conjonction de crises de différentes natures dans une même période de temps, on avait quand même très rarement connu quelque chose comme ça. Elles ne sont pas en plus indépendantes, l'une créant l'autre, augmentant l'autre, chacune alimente l'autre, et bon, ça explique pourquoi l'effet cumulé est un effet un peu exponentiel. Alors, les questions qu'on me pose assez souvent quand même, c'est, voilà, on est en plein milieu d'une crise. Alors déjà, est-ce qu'on doit créer un plan de continuité ou mettre à jour l'existant? Est-ce que c'est pas déjà trop tard, puisqu'on est déjà en plein milieu de la crise? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que, au-delà de ça, je vais plutôt me concentrer à faire un peu de profit, et puis ensuite, on verra bien, une fois qu'on aura retrouvé un niveau, et en fait, un plan de continuité, ouais, mais pourquoi faire? Puisque dans l'esprit de pas mal de gens, même la crise est passée. Une crise économique et une crise sociale font beaucoup moins peur aux gens que la crise sanitaire. Donc pour beaucoup de gens déjà, la crise est passée. Et ça, c'est peut-être un des plus gros risques. Alors, juste un rappel pour commencer, la continuité d'affaires et la résilience ont hérité de standards ISO il y a très peu de temps. Le plus vieux date de 2016, le plus jeune de 2020, début de l'année. Et donc, la continuité d'affaires, c'est comment on peut reprendre les affaires. C'est une période relativement courte, c'est comment gérer une crise, l'impact de la crise, comment gérer la période basse, puis la période de reprise et tendre vers un retour à la normale. La résilience est en plus un problème de culture sur le long terme, et c'est en fait un support à la continuité d'affaires. On peut avoir de très bonnes procédures de continuité d'affaires, ça marche très bien, mais si on est d'abord résilient, puis des procédures de continuité d'affaires, ça marche encore mieux. Alors, l'objectif d'un plan de continuité d'affaires, c'est quoi? C'est de mettre ensemble les procédures opérationnelles qui vont être mises en œuvre en cas de crise ou de perturbation d'activité. Ce plan va permettre de mettre au point, d'inventer, de présenter, de documenter un mode de fonctionnement qui va être appliqué, qui va être mis en place en cas de crise, et d'éviter que dans l'urgence, au milieu d'une crise, on soit obligé de réinventer un mode de fonctionnement. Dans le cas du coronavirus, beaucoup de sociétés ont d'un seul coup dû, dans l'urgence, sans aucune préparation, passer d'un tout présent au bureau à un quasiment tout travailler à la maison. Et ça ne fait qu'en augmenter la complexité et la difficulté et les risques. Alors, un tel plan couvre certains aspects, typiquement la protection des actifs de la société. C'est comme le principal chose. Le but du jeu, ce n'est pas perdre des actifs. C'est surtout vrai dans le cas de désastres naturels. Éviter que les actifs disparaissent. Alors, ça peut être les actifs physiques, un atelier, un bâtiment, des voitures, mais ça peut être aussi des actifs tels que des bases de données, des softs, si on a développé des softs spécifiques, ou des propriétés intellectuelles. Le but du jeu, c'est que tout ça ne disparaisse pas. Ensuite, le maintien des activités critiques. Alors, comment on définit une activité critique? Une activité critique, ce sont les activités minimales à maintenir opérationnelles pour pouvoir respecter ses engagements légaux ou contractuels minimum.
Alors, il est vrai que quand il y a un désastre, on peut souvent faire appel à la force majeure, mais par exemple, une assurance a l'obligation de pouvoir à tout moment enregistrer les claims. Elle n'a pas l'obligation de les traiter, l'obligation de les enregistrer. Donc, il faut au moins qu'elle garde cette activité. Le plan de continuité d'affaires, c'est aussi comment progressivement on va mettre en place les activités pour un retour à une activité normale, ou en tout cas à un nouveau nominal, à un nouveau normal, qui peut être différent parce que simplement le contexte a changé. Un plan de continuité d'affaires contient toujours un programme de formation du personnel et des exercices de simulation. C'est vraiment la base, le programme de formation pour que chacun comprenne ce qu'il a à faire et les exercices de simulation pour que chacun puisse se tester, qu'on puisse tester les procédures, qu'on puisse savoir si elles fonctionnent avant de se retrouver dans une vraie situation de crise. Alors, on conseille souvent de le compléter par la mise en place d'une culture résiliente, de résilience. Ça va lui servir de base sur laquelle ce plan pourra s'appuyer pour fonctionner encore mieux. C'est pas une obligation, mais c'est quand même bien mieux. Maintenant, la résilience, c'est plus large que seulement la gestion des désastres, c'est aussi la gestion du changement, pouvoir faire face à des changements. Or, dans notre cas précis, certaines des crises risquent d'amener des changements profonds sur notre mode de travail, sur notre mode de consommation, et donc de grandes branches d'industrie vont se retrouver face à des changements qu'elles n'avaient pas prévus, et si elles n'ont pas une base de résilience, elles pourraient ne pas les supporter. Par exemple, il est quand même peu probable que nous allons voyager de la même façon qu'on voyageait avant. Donc, tout ce qui est compagnie aérienne va devoir s'adapter à un nouveau normal, à des nouvelles habitudes qu'il faudra prendre en compte. Et si elle n'a pas la résilience nécessaire pour s'adapter à ce changement, il ne va pas se passer grand-chose et la société pourrait disparaître. Ce plan aussi est un plan de protection. Alors, protection juridique. Les managers, s'ils ont un plan de continuité d'affaires, peuvent démontrer ainsi qu'ils s'étaient préparés en cas de crise, qu'ils avaient prévu et qu'ils ne sont fautifs de rien. On peut accuser quelqu'un d'ignorance, on peut accuser quelqu'un de s'être trompé, mais pas d'avoir volontairement pas fait quelque chose. Avec un plan de continuité d'affaires, les managers sont protégés. Surtout que dans certains pays, et là, le premier à le faire, c'est l'Australie. L'Australie est en train de mettre en place des lois qui vont dire que dans le cas de désastres, alors pour l'instant, c'est encore désastre naturel, mais ça peut être un peu n'importe quel désastre dans le futur. En cas de désastre naturel, si les managers n'avaient pas prévu de plan de continuité, à ce moment-là, ils ont une responsabilité pénale, ce qui est quand même très fort. De plus, ce plan de continuité d'affaires est aussi un outil de communication, à la fois en interne et en externe, et on va voir pourquoi et comment par la suite. Alors, pourquoi faire un plan maintenant? D'abord parce que la crise n'est pas finie. Les crises qui s'enchaînent, elles sont loin d'être finies, encore pour 2-3 ans. Il peut encore y avoir des chocs. Il peut y avoir des événements climatiques majeurs. Il peut y avoir des soulèvements sociaux majeurs. Il peut y avoir tout type de bouleversements qui font que, en fait, les sociétés vont être soumises à des soubresauts et à des chocs importants. Et donc, un plan de continuité d'affaires, même s'il est fait que maintenant, d'abord, on va se baser sur l'expérience qu'on vient d'avoir avec le coronavirus, mais en plus, on va l'adapter à ce nouveau contexte qui est en train de se former, que l'on voit se former,
et ça va permettre de peut-être mieux l'adapter pour les soubresauts et les bouleversements qui nous attendent. Il faut donc que chaque société soit prête pour faire face à ces nouveaux événements potentiels et y réagir correctement. Parce que ce n'est pas on a eu un risque pendant le coronavirus et on va voir si on survit maintenant et on va reprendre petit à petit. Non, la route ne va pas être douce, ça ne va pas être une montée douce et tranquille vers un nouveau normal. Ça risque d'être des soubresauts, de nouveaux chocs, des crashs boursiers, des soulèvements sociaux, de la casse, voire pour certains endroits dans le monde, un reconfinement local si la pandémie reprend à ces endroits-là. Donc il peut se passer tellement de choses qu'un plan de continuité d'affaires est réellement nécessaire. La crise doit aussi être gérée et le plan de continuité d'affaires vous donne les outils, donneront à chaque société les outils qu'elle aura choisis. Par exemple, il est une liste, j'ai mis une liste de quelques idées. Créer une équipe de surveillance pour suivre l'évolution des événements, voir dans quelle direction les gens évoluent, dans quelle direction les habitudes de consommation évolueront, les habitudes de travail. Est-ce que le télétravail va rester? Est-ce qu'il va être encadré par des nouvelles lois qui vont le rendre tellement compliqué qu'il sera ingérable? Il faut peut-être aussi créer des scénarios de crise, des scénarios pour essayer d'anticiper les évolutions, anticiper les points d'inflexion, pouvoir les détecter et pouvoir se naviguer parmi les différents écueils qui vont apparaître sur la route des sociétés, préparer les réponses possibles, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des scénarios de catastrophe, il faut aussi avoir quelles sont les réponses qu'on va mettre en place, quelles sont les possibilités d'action qu'on va appliquer en cas de crise, quelles sont les mesures qu'on va prendre, qu'on va imposer. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne faisait jamais avant. Et en fait, la pandémie vient de démontrer quelque chose, c'est qu'il y a un risque qu'on prenait très rarement en considération. Ce risque, c'est ce qu'on appelle l'inconcevable. C'est le risque inconnu, un risque totalement imprévu. On ne l'avait pas prévu. On ne savait même pas à quoi il ressemblait. J'ai préparé au mois de février pour une compagnie d'assurance un plan de continuité d'affaires. Il prévoyait la pandémie. Et ce plan de continuité d'affaires prévoyait une pandémie dans laquelle il y aurait des mises en quarantaine de quelques villes pour 10-15 jours, 3 semaines. À aucun moment il nous est venu à l'esprit qu'on allait confiner le monde entier pendant 4 mois. C'était complètement inconcevable. Aujourd'hui, un plan complet de continuité d'affaires doit prendre en compte l'inconcevable. Alors, comment prévoir une réponse à l'inconcevable? Eh bien, en fait, ce n'est pas tellement de prévoir la réponse, c'est de prévoir quelle est la procédure qu'on va appliquer pour pouvoir concevoir la réponse le plus facilement si le besoin s'en fait sentir. Et pour avoir une réponse au minimum, la mise en sécurité, les activités critiques, et ça permet que s'il y a un risque qu'on n'avait pas prévu, brutalement, on a les procédures qui permettent de convoquer les gens qu'il faut. Les gens sont déjà formés, ils savent déjà, et ils se mettent à travailler, à analyser et à faire des propositions qui seront inédites, parce que l'inconcevable est forcément inédit, mais au moins qui permettront de réagir un peu dans toute situation. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi faire un plan. Quels sont les avantages d'avoir un plan? Pourquoi faire ce plan? Pourquoi le communiquer? Du point de vue des différentes entités qui peuvent avoir besoin de ce plan. La première entité qui a besoin de ce plan, ce sont les employés. Alors pourquoi les employés ont besoin d'un plan de continuité? C'est d'abord pour se rassurer. Si les employés savent qu'il y a un plan de continuité d'affaires, ça veut dire que la société a prévu de continuer et qu'ils ne risquent pas de se retrouver au bord de la route, abandonnés en cas de désastre, livrés à eux-mêmes,
c'est il y a un plan pour que la société continue, donc ils continuent à garder leur emploi, qu'ils continuent à se battre pour ceux pour lesquels ils se battaient avant. Et ça permet donc de construire un climat de confiance entre les employés et la direction et les propriétaires de l'entreprise, notamment avec les délégués, les salariés ou les syndicats, si la société en a. Et ça permet aussi de clarifier le fonctionnement de la société, parce que ce plan va forcément définir la notion de fonction critique, donc la notion d'employé critique, qui vont devoir être formés, une formation spécifique, une reconnaissance vis-à-vis de ces employés et une motivation supérieure de ces employés. Ils vont aussi avoir besoin de formations spécifiques, de formation à de nouveaux outils. Par exemple, si le plan de continuité dit qu'en cas de désastre, on passe à travailler à la maison, il faut que les gens aient les outils nécessaires, les outils de communication, les outils de visioconférence. Il ne faut pas que ça devienne chacun a son outil et se débrouille. Ce n'est pas comme ça. Il va falloir que la société organise pour éviter les problèmes que beaucoup de sociétés ont rencontrés dans cette crise, en simplement ne prévoyant pas comment on allait passer en télétravail. Le télétravail, pour vous donner une idée quand même, avant la crise du coronavirus, c'était, en tout cas par exemple en France, c'était quelque chose comme 3 à 4% des employés. C'était vraiment, c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est quand même devenu quasiment la norme. Donc on a, et les sociétés n'étaient pas prêtes. On a donc besoin de préparer les gens et les sociétés à ce qu'il y aurait besoin de faire en cas de crise. Les rôles des employés peuvent aussi changer. Vous pouvez avoir des gens qui étaient chargés, par exemple, normalement de traiter certains dossiers, qui se retrouvent à être appelés en cellule de crise, et donc dont le travail est complètement différent, qui passe de l'analyse de risques sur les dossiers d'assurance, par exemple, à de l'analyse de scénarios de crise dans la cellule de crise. Leurs rôles doivent être définis avant, mais doivent aussi être définis après. La gestion d'une crise a souvent besoin d'une collaboration bien plus profonde entre les employés. L'équipe qui va gérer cette crise doit être très soudée, très serrée, et avoir un plan qui définit quelles sont les actions à mener va permettre aux gens de comprendre comment doit s'organiser cette collaboration, et en plus les exercices de simulation qui vont être menés peuvent permettre d'implanter cette collaboration avant même qu'il y ait une crise, pour permettre que dans le cas d'une crise, cette collaboration s'installe immédiatement et donne une vraie dynamique de réaction face à la crise. Maintenant, le point de vue des clients. Alors, si vous êtes le client d'une société, vous avez vraisemblablement envie de savoir si votre fournisseur va pouvoir être encore là demain pour vous fournir les pièces que vous lui achetez. Si vous avez, d'autant plus si vous avez besoin de ces pièces pour les intégrer dans vos produits finis, et que en fait, vous avez dessiné votre produit fini autour de ces pièces-là, ou que ces pièces sont faites spécialement pour vous, vous avez besoin de savoir si ce fournisseur, qu'on pourrait appeler un fournisseur stratégique, sera encore là. Donc, vous avez envie de savoir s'il a un plan de continuité d'affaires. Et il nous semble naturel que, en tant que client, vous demandiez à vos fournisseurs des plans de continuité d'affaires. Donc, il est normal aussi que vous demandiez à vos clients la même chose. Ça, on va y revenir après. Alors, le plan de continuité, c'est aussi un moyen de communication externe. Ça va rassurer vos clients. Si vous dites, attendez, moi j'ai un plan de continuité, vous savez que vos clients dépendent de vous sur certains produits, dites-leur, soyez rassurés, j'ai prévu telle chose, telle chose, telle chose pour en cas de tel type de désastre. Continuez à vous fournir et continuez à supporter vos activités. Il ne s'agit pas non plus de donner tous les détails de votre plan, de donner votre stratégie, non, il s'agit juste de donner suffisamment d'informations pour donner confiance aux clients.
En cas d'incertitude, les clients vont chercher des accords stratégiques. Donc, cette crise qui va perdurer pour 2 à 3 ans est sûrement le bon moment d'aller chercher des accords stratégiques qui peuvent donner aussi de la pérennité à votre propre société. Parce qu'avoir des contrats à long terme avec vos clients vous donnera aussi une meilleure position vis-à-vis de vos employés, vis-à-vis aussi de vos actionnaires et de vos financeurs. Alors, le point de vue réciproque, c'est le point de vue des fournisseurs. Si vous êtes, comme on l'a dit, le client a besoin d'être rassuré, le fournisseur aussi a besoin d'être rassuré, on l'a vu. Et le plan de continuité d'affaires va permettre à vos fournisseurs de comprendre que vous êtes là pour rester. Vous n'êtes pas là pour disparaître, vous avez un plan pour être sûr que vous allez rester, donc ils pourront compter sur vous en tant que client. Ça veut dire que si vous leur demandez de faire un investissement, ils sont plutôt enclins à le faire, alors que si vous ne leur donnez aucune garantie, ils n'auront pas forcément envie de faire cet effort. De nouveau, il ne s'agit pas de donner tous les détails, mais suffisamment d'informations pour leur donner la confiance. Et les accords à long terme sont aussi disponibles. Ça veut dire aussi que vous pourrez sûrement négocier un accord à long terme qui serait win-win, dans lequel peut-être vous obtiendrez un prix ou des conditions plus intéressantes contre le fait que vous avez une vision à long terme, vous avez un engagement à plus long terme. Ce n'est une crise comme celle que l'on est en train de vivre et que l'on va vivre n'est absolument pas le moment de mettre les fournisseurs en compétition sur le prix. Que vous les mettiez en compétition sur les conditions annexes, conditions de qualité, de livraison, oui. Sur le prix, c'est une vision à très court terme qui peut très bien se retourner contre vous. Alors, le point de vue des financiers est important. Alors, par financier, j'entends les actionnaires, les investisseurs directs, mais aussi les organismes de prêt ou les garanties, par exemple le gouvernement dans le cas de la France. Les actionnaires et investisseurs ont besoin de savoir si leur investissement est pérenne, surtout s'ils n'ont pas perdu leur argent. Si vous avez bien l'intention en plus, si vous avez l'intention de leur redemander de l'argent pour vous aider à passer cette phase, il va quand même falloir les rassurer que vous avez mis tout en place pour que le prochain choc ou la prochaine crise se passe mieux que ce qui est en train de se passer. Ils doivent donc connaître le plan, ils pourraient même être impliqués dans l'élaboration du plan, parce que ce sont des gens qui ont des idées intéressantes et qu'en plus, s'ils sont impliqués, ils en prennent une certaine responsabilité, et ce qui sera d'autant plus difficile pour eux de ne pas accepter, de continuer à supporter la société. Alors, du côté des banques et des garants, là, c'est un peu plus mitigé. Aujourd'hui, les banques et les garants ne demandent rien. Ils ne savent même quasiment pas ce qu'est un plan de continuité d'affaires. Pour les banques, on leur a demandé un, mais c'est assez succinct. Ils ne s'attendent pas à ce que vous en ayez un. On a une manne céleste. Hein. On vient quand même en Europe de créer quelque chose comme presque 3 000 milliards d'euros. Dans le monde, on est en train de créer dans les alentours de 6 ou 7 milliards de dollars qui sont en train d'être distribués plus ou moins gratuitement, sans intérêt, et même pour beaucoup de cas, sans même l'espoir de revoir un jour cet argent. Parce que beaucoup de sociétés vont faire défaut. Ça paraît évident. Beaucoup de sociétés ont du mal à s'y remettre. Je doute qu'il y ait autant de compagnies aériennes après la crise qu'il y en avait avant. Je doute qu'il y ait autant de restaurants après la crise qu'il y en avait avant. Et donc, certains vont disparaître, ils ont pris des prêts, ils ne les rembourseront pas. Ce qui veut dire que
dans 1 ou 2 ans, quand il va s'agir de vous refinancer, de financer un projet, un investissement, etc., il va falloir se battre un peu plus pour le financement. Ce ne sera plus des cadeaux, là. Parce que les banques, elles, vont avoir perdu de l'argent dans ces prêts qui, même sont garantis par l'État, les banques mettront des mois et des mois pour être remboursées. Donc, elles vont être largement plus cautionneuses, plus attentives aux risques, plus sélectives, et elles vont demander des plans de continuité d'affaires. On a d'autres banques, des banques plus d'affaires, ou des banques d'investissement, comme la Banque européenne d'investissement, qui commencent à réfléchir et à penser que forcer ses clients, donc les gens qui font c'est les pays, mais c'est souvent des régies d'État ou des grosses sociétés d'infrastructures, quand ces sociétés viennent demander des prêts pour des projets d'infrastructure, il serait bien que ces sociétés viennent aussi avec un plan de continuité d'affaires pour être sûr que dans un cas d'événements comme nous venons de connaître, les projets ne soient pas mis à mal et que les premiers investissements ne servent simplement plus à rien, voire disparaissent complètement. On a aussi, mais là, ce n'est pas très financier, ça rejoint client, la relation client-fournisseur, des gens comme le département de la Défense qui, même avant la crise, commençaient à demander des plans de continuité d'affaires aux gens venus soumettre des offres sur des projets qui avaient des durées au-delà de 3-4 ans ou qui dépassaient un certain montant. Bon, c'est un mouvement qui a été déjà initié avant et qui ne va faire que s'accélérer. Surtout maintenant que nous avons des standards ISO, les demandeurs, donc financeurs, gros clients institutionnels, vont pouvoir s'appuyer sur ces normes pour dire il faut que vous ayez un plan. Tout comme il y a ça presque 20 ans, ils ont commencé à s'appuyer sur la norme ISO 9001 pour dire vous devez avoir un système de management de la qualité. Maintenant, ça sera vous devez avoir un système de management de la continuité d'affaires. C'est exactement le même mouvement qui s'est initié et qui va continuer et qui ira jusqu'au bout. En conclusion, si vous avez déjà fait un plan de continuité, mettez-le à jour. Parce que le contexte aujourd'hui étant tellement différent que vraisemblablement votre plan de continuité d'affaires est complètement obsolète. Si vous n'en avez pas, faites-en un et ne perdez pas de temps. C'est vraiment nécessaire et c'est nécessaire de le faire maintenant. Faites de ce travail votre priorité. Alors, par votre priorité, j'entends pas arrêter de travailler et faites que ça. Non, c'est faites-en une priorité qui donne suffisamment d'importance et suffisamment un sens de l'urgence pour que ça ne dure pas des mois. Il faut que dans un plan de continuité d'affaires, c'est une petite société, ça se fait en 3 semaines. Vous devez faire 2-3 itérations, ça se fait en 3 semaines. Quand on est une grosse société, ça peut être plus long, mais il faut que ça soit fait dans les 1, 2, 3 mois qui viennent. Au-delà de ça, c'est trop long. Il faut déjà avoir un premier draft. Il vaut mieux avoir un draft partiel que d'attendre d'avoir le truc parfait, mais qui viendra après la bataille. Prolonger ce travail par l'établissement d'une culture de résilience. C'est nécessaire. Le plan de continuité est la première brique, mais il va s'appuyer sur la culture de la résilience. Il sera d'autant plus efficace que la culture de résilience existera. Plus la culture de résilience est forte, moins le plan de continuité est compliqué à mettre en place et à écrire. Prenez le temps qu'il faut pour faire ces changements, ils sont importants. La résilience, ça se construit sur la durée. Ça se construit sur l'épreuve. Les gens se soudent face à une épreuve. Vous avez aujourd'hui une épreuve de 2 ans, 3 ans devant vous, c'est le moment de commencer à construire la résilience. Ceux qui se sortiront de cette crise sont ceux qui sont résilients, qui le sachent ou pas, ils seront résilients parce que simplement la culture de la société aura évolué vers quelque chose de résilient. Il n'existe pas de société qui survive à des crises aussi longues sans être résiliente, qu'elle le sache ou pas. Un outil
Alors bon, c'est effectivement un des outils que je pousse le plus, que c'est celui que je connais bien, c'est la théorie des contraintes. Elle va vous fournir tous les outils nécessaires d'analyse, d'analyse du contexte, d'analyse des actions, d'amélioration continue qui, qui vont vous permettre de mettre en place les changements pour devenir résilient, d'avoir ce qu'il faut pour analyser votre besoin de continuité d'affaires. Elle peut vous apporter une aide très précieuse pour préparer ce plan. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'était assez rapide. On a fait évidemment que gratter la surface, parce que ce n'était pas l'objectif de rentrer dans les détails les plus profonds de comment créer un plan et de donner des détails. Pour ça, si vous souhaitez en savoir plus, il suffit de me contacter. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Avez-vous des questions? Pas de questions? Non? Bon. Donc c'est que ça a été clair. Donc, je vous remercie pour ce webinaire et d'avoir participé. Et j'espère vous revoir dans un webinaire d'ici peu. Il y aura la semaine prochaine un webinaire très intéressant sur comment la théorie des contraintes peut vous permettre de redémarrer dans de meilleures conditions que les systèmes de management classiques. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.